Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le chef de l'État met en mission la nouvelle équipe gouvernementale formée le 4 septembre dernier. C'est un gouvernement de mission pour accélérer le plan social en vue du bien-être des populations. Le président Ouattara a donné le ton et dévoilé les tâches à accomplir lors du dernier Conseil des ministres. Et justement, le gouvernement ivoirien est à la tâche. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient de s'entretenir avec une délégation du Parti communiste chinois. Le PCC est en visite à Abidjan pour un double objectif, renforcer la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire et approfondir les échanges entre le PCC et le RHDP. Sur le terrain, le PS Gouv, le plan social du gouvernement continue de se déployer au profit des populations. Nous irons à Daoukro, Mankono et Séguéla où des guichets emploi ouverts sont accessibles aux jeunes. Ils vont se faire enregistrer et bénéficier des opportunités de stage et d'embauche. L'ancien président du Zimbabwe n'est plus. Robert Mugabe est décédé ce vendredi à l'âge de 95 ans à Singapour où il était hospitalisé. Déchu en 2017, il a dirigé le Zimbabwe pendant 37 ans. Son successeur, Emerson Mnangagwa, salue une icône de la libération. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Le troisième gouvernement version Amadou Gon Coulibaly a été dévoilé le 4 septembre dernier. C'est un gouvernement de mission, selon le président de la République, Alassane Ouattara. Et lors du dernier Conseil des ministres, le 5 septembre, le chef de l'État a donné le ton et défini les tâches de la nouvelle équipe. Elle devra être active sur le terrain et accélérer le plan social en vue du bien-être des populations. Voyons le décryptage d'Adama Koli. La méthode est inhabituelle. Alors que bien d'observateurs de la vie politique ivoirienne s'attendaient à une dissolution du gouvernement suivie d'une période propice en général à toute supputation, le président Alassane Ouattara a pris tout le monde de court en signant directement le décret de composition du nouveau gouvernement. Le temps presse, l'heure est aux actes. Il faut passer à une vitesse supérieure dans l'application du programme social du gouvernement qui d'ailleurs passe de 727 milliards à 1000 milliards de francs CFA. C'est donc un gouvernement de mission, une mission claire, en 2 points. Ce nouveau gouvernement, Monsieur le Président de la République, s'engage à redoubler d'efforts pour relever les défis suivants. Améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, sous l'œil vigilant pendant les conseils des ministres du vice-président de la République et assurer une victoire du RHDP aux prochaines échéances générales. Pour cela, il faut que le gouvernement soit proche de la population afin de mieux cibler et résoudre ses attentes. La consigne est donc nette. Je demande à chaque membre du gouvernement d'être présent sur le terrain et dans sa région. Il faut que les populations sentent la présence de leur ministre, entre guillemets, sur le terrain et puissent être convaincus que vous apporterez au président de la République et au gouvernement les préoccupations des populations pour que cela soit pris en compte dans la mise en œuvre et le suivi du programme du gouvernement. Des ministres au contact du terrain, les cabinets doivent être tenus par des responsables chevronnés. C'est pourquoi leur choix fera l'objet d'examens minutieux. J'ai demandé au Premier ministre que le choix des directeurs de cabinet nous soit soumis pour validation. Le chef de l'État donne ainsi le rythme, celui d'une prise en charge immédiate des préoccupations des populations. C'est donc un retour de vacances gouvernementales avec une feuille de route sans déviation pour les ministres. Voilà une feuille de route bien précise et justement il fait partie de la nouvelle équipe gouvernementale nommée le 4 septembre dernier et il sera en charge de la sécurité, de la protection civile. Il s'agit du général Vagondo Diomandé, précédemment chef d'état-major particulier du président de la République. Il est prêt pour la mission. Mais qui est l'homme? Quel est le parcours de ce militaire rompu à la tâche? Élément de réponse avec Éric Goury.
Tout nouveau ministre dans le gouvernement, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé a été nommé à la tête du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Né le 1er janvier 1960 à Sokroula, sous-préfecture de Biakouma, le général Vagondo Diomandé a obtenu son baccalauréat en 1980. Soulignons que le général Vagondo Diomandé a débuté sa carrière militaire en 1983, où il est officier d'active à l'école des forces armées de Bouaké. Il obtient successivement plusieurs diplômes et occupe plusieurs postes de responsabilité dans la Grande Muette. Diplôme de chef de section infanterie en 1986, diplôme de lutte antiterroriste en 1989, certificat de chef de garde incendie des sapeurs-pompiers en 1996 et en 1997, diplôme d'officier d'état-major. En 2002, il a son diplôme du cours avancé du droit international des conflits armés. Et en 2016, il arrache son brevet militaire supérieur, avec plusieurs stages militaires en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays. Le général Vagondo a été décoré par la République de Côte d'Ivoire pour services rendus à la nation. Chevalier de l'Ordre du Mérite ivoirien, médaille des Forces armées, médaille de la Défense nationale française, échelon bronze, commandeur de l'Ordre du Mérite français, médaille de sauvetage échelon or, médaille de sauvetage échelon argent, médaille de sauvetage échelon bronze, chevalier de l'Ordre national, officier dans l'Ordre du Mérite ivoirien. Il a promis aussi de se mettre au travail pour le bien-être des populations. Brice Kwasi, directeur des concours de la fonction publique, vient aussi d'intégrer le gouvernement en qualité de secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notre reporter Grace Kando nous dévoile ici le parcours de cet homme, ex-directeur des concours de la fonction publique. Dr Brice Kwasi fait son entrée au gouvernement à Amadou Gon Coulibaly III. Il occupe le portefeuille du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au niveau de son parcours professionnel, Dr Brice Kwasi a été, entre autres, directeur des concours de la fonction publique de 2014 à 2019. Bien avant ce poste, il a été enseignant-chercheur de littérature française au département de lettres modernes de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, enseignant de gestion des ressources humaines à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et enseignant de technique de composition à l'École nationale d'administration ENA. Sur la scène politique, le nouveau secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle et de l'enseignement technique n'est pas un homme inconnu. Maire RHDP de la commune de Didier-Vie depuis le 13 octobre 2018, directeur exécutif adjoint du RHDP en charge du suivi et de l'évaluation de la vie des structures du parti et coordonnateur RHDP de la région du Bélier. Âgé de 49 ans, le nouveau secrétaire d'État, Brice Kwasi, est titulaire d'un doctorat en lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est marié et père de 5 enfants. Elle allonge la liste des femmes dans la nouvelle équipe gouvernementale. Elle se nomme Miss Belmondo Dogo, députée de Dignago, Galébré, Guibérois, et depuis donc le 4 septembre dernier, secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle est chargée donc de l'autonomisation des femmes, un défi qu'elle compte d'ailleurs relever. Quel est son portrait? On voit cela avec Sidonie Davila. Plusieurs personnalités ont fait leur entrée dans le gouvernement formé mercredi dernier. Parmi elles, le député de Dignago, Galébré et Guibérois, commune et sous-préfecture. Miss Belmondo Dogo est en effet l'un des 11 vice-présidents que compte l'Assemblée nationale. Cet originaire du Go a fait un parcours normal lors de son cursus scolaire sanctionné par plusieurs diplômes, dont un DUT, un Master 2, Import-Export. Elle est nommée secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes. Un poste qui, selon elle, lui permettra d'accomplir un travail déjà entamé dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Pour cette nouvelle responsabilité, nous avons certainement des recettes à nous, parce que nous travaillons à notre modeste niveau avec nos femmes, mais nous attendons de recevoir, je dirais, notre feuille de route
Sur la scène politique, elle est identifiée parmi les 20 femmes les plus influentes de Côte d'Ivoire. Membre fondatrice de l'UPC, l'Union pour la paix en Côte d'Ivoire, Belmonde Dogo intègre le RHDP où elle occupe le poste de directrice exécutive en charge des relations avec les parlementaires depuis 2018. La députée de Galebré, Miss Belmonde Dogo, a fait sa rentrée de classe ce jeudi 5 septembre au premier conseil des ministres du gouvernement Amadou Gon Coulibaly III. Voilà, le nouveau gouvernement formé donc le 4 septembre dernier, vous allez le voir, est déjà à la tâche. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient justement de s'entretenir avec une délégation du Parti communiste chinois. Le PCC est en visite à Abidjan pour un double objectif: renforcer la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire, approfondir les échanges entre le PCC et le RHDP. Alexis Ouedraogo. Le Parti communiste chinois se rapproche du RHDP. Une forte délégation est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer la coopération avec le parti et jeter les bases solides de coopération entre les deux pays. Nous avons eu des séances très fructueuses pour une meilleure mise en place du consensus important conclu entre les deux chefs d'État et pour que le fruit de la coopération sino-africaine profite davantage à la population ivoirienne et que la population bénéficie directement de cette coopération. Et je souhaite aussi un très bel avenir pour la Côte d'Ivoire. La délégation n'a pas manqué de saluer le chef de l'État Alassane Ouattara pour son soutien à la réussite de la conférence sur la communauté de destin sino-africain. Voilà, le PCC, le Parti communiste chinois, renforce avec cette visite en terre ivoirienne sa coopération avec le RHDP. Une délégation du PCC, comme vous le voyez sur ces images, a échangé avec les responsables du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les deux partis ont signé un mémorandum. Ce partenariat vise le partage d'expériences en matière de gouvernance et de formation politique. Le reportage de Kolo Coulibaly dans nos prochains journaux. Et le dialogue politique se poursuit en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, au nom du gouvernement, a échangé avec des partis politiques, à savoir le PDCI-RDA, le Rassemblement pour la paix, l'URD et l'USD. À l'ordre du jour de cette rencontre, la nouvelle commission électorale indépendante, cette rencontre, je rappelle, s'inscrit dans le cadre du dialogue politique pour la paix en Côte d'Ivoire et les discussions se déroulent donc en ce moment. Au finish, on aura une déclaration et notre reporter Éric Goré fera le point complet dans nos prochaines éditions. Nous partons maintenant plus loin à Sao Tomé et Principe où s'est tenue l'ouverture du sommet africain pour la paix, l'unité et le développement durable. Environ 1000 délégués venus de plusieurs pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, prennent part à cette réunion. Ils plongent sur la construction d'une Afrique pacifique et prospère, centrée sur les valeurs universelles. Et ce sommet est organisé par la Fédération pour la paix universelle et vise à faire, comme vous le comprenez, la promotion de la paix, de la stabilité politique et du développement durable. Abou Sanogo est notre envoyé spécial. Sao Tomé et Principe, un des plus anciens pays d'Afrique situé dans le golfe de Guinée à l'ouest du continent africain. Il est formé de deux îles principales, l'île de Sao Tomé où se trouve la capitale et Principe à 150 km de Sao Tomé. Sao Tomé est une ancienne colonie portugaise indépendante depuis 1975. C'est ce petit État qui abrite le sommet africain pour la paix, l'unité et le développement durable autour du thème « Construire une Afrique pacifique et prospère centrée sur les valeurs universelles, indépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles ». Un sommet initié par la Fédération pour la paix universelle, une alliance internationale de personnes et d'organisations résolues à bâtir un monde de paix où chacun pourra vivre dans la liberté dans une coopération harmonieuse avec les autres. Au palais de congrès de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et en présence du président de la République démocratique de Sao Tomé, Evaristo Carvalho, et de la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Agjan Anmoun, environ 1000 délégués venus de plusieurs pays d'Afrique, des chefs d'État et de gouvernement actuels et anciens, des ministres, des présidents de parlement, des chefs religieux ont tous été invités à être des ambassadeurs de la paix. Pour la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, l'humanité attend la paix.
La Côte d'Ivoire est présente à ce sommet. Nous sommes heureux d'avoir assisté à ce sommet parce que nous voulons la paix pour nous-mêmes, dans notre famille et dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs pays africains qui sont représentés ici au plus haut niveau. Tout cela pour parler de la paix, pour renforcer l'unité et l'harmonie entre les pays africains. Notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire puisse, avec la bénédiction du chef de l'État, organiser un sommet comme celui-ci. Ce sommet vraiment nous a apporté encore plus de sensibilité sur la paix. Nous avons tous écouté le discours de Madame la fondatrice et Monsieur le Président de la République. Et nous ne pouvons que s'abstenir à ça et continuer dans le cadre de la recherche de la paix. La Fédération pour la paix universelle collabore avec tous les secteurs de la société en développant de nombreux programmes, dont la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU, la résolution des conflits et l'éducation à la paix. Ici en Côte d'Ivoire, la 4e promotion des riziculteurs est en formation à Divo. C'est le fruit de la coopération avec la Chine. La formation distillée vise à améliorer les performances de ces riziculteurs et contribue ainsi à la réduction de la dépendance de notre pays en riz. Noël Nyagno. Tout ce qui est intéressant dans le riz, c'est venez, on va manger. Sinon, tout le reste, c'est vraiment compliqué. Pour comprendre et surmonter ces complications, une quarantaine de riziculteurs sont en formation à Guigidou, à environ 45 km de Divo, grâce à la coopération chinoise. Déjà, nous avons une base. Et c'est juste pour améliorer cette base-là qu'on est là. Donc, tout ce qu'ils nous donnent, ce ne sont pas tous de nouvelles choses, mais c'est juste des additifs. 15 jours durant, ils sont outillés pour cerner tout le processus de production du riz à l'effet d'améliorer leur productivité. Ça prend du temps pour améliorer le rendement. Ce n'est pas une affaire pendant 2 ou 3 ans. C'est une affaire qu'on doit persister pendant plusieurs années. Donc c'est pourquoi on a tenu toujours cette formation. Ces outils partent du labour à la récolte avec une moissonneuse batteuse, en passant par la préparation des semis, la découverte de nouvelles méthodes de semis, semis directs, semis à la volée. C'est maintenant qu'on voit cette technique où on appose ces planches d'abord avant de mettre des semences. Chez nous, on fait directement. Dès qu'on a labouré un peu, on met directement le riz. Voilà, mais ils nous montrent d'autres techniques plus efficaces. J'ai participé au séminaire de Guigidou l'année dernière, en 2018. Vraiment, quand je suis arrivée, c'était émouvant de voir que la machine travaille. Or, bien avant d'arriver ici, on faisait tout à la main, à la daba. Je viens de Korogo. L'année dernière, avant que nous venions ici, notre production, on pouvait avoir au moins 2 tonnes à l'hectare. Mais avec les nouvelles techniques que nous avons appris ici l'année dernière, et quand nous sommes partis, on a expérimenté sur le terrain. Et on a augmenté de production jusqu'à 4 tonnes. Voilà, malgré tout, la production peine à suivre le rythme de la consommation intérieure portée par la croissance démographique et l'urbanisation. Tenez, en 2018-2019, la production s'est établie à 1 304 000 tonnes de riz, pour un niveau de consommation de 2 650 000 tonnes. Le gap de plus d'1 million est comblé par les importations de riz, pour un coût de 300 milliards de francs CFA par an. Que faire pour réduire les importations de riz et assurer la sécurité alimentaire des Ivoiriens? On peut être autosuffisant en riz. Il faut la volonté manifeste de l'État de vouloir mécaniser le système du riz. C'est vrai, nous avons des formations au niveau de la production, mais il faut qu'il y ait 3 chaînes de valeur, c'est-à-dire la production, la transformation et la commercialisation. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'État se base beaucoup sur la production. Mais après la production, qu'est-ce que les producteurs doivent faire de leur riz? Il faut quelqu'un pour racheter ce riz-là. S'il n'y a pas d'achat, il faut qu'il y ait au moins des machines pour pouvoir transformer et pour pouvoir commercialiser. À cela, il va falloir associer la maîtrise de l'environnement de toute la filière. La sécurité alimentaire des Ivoiriens est à ce prix.
Et on reste sur le terrain, le PS-Gouv, le plan social du gouvernement continue de se déployer au profit des populations. Nous irons à Daoukro, Mankono et Séguéla où des guichets emploi ouverts sont désormais accessibles aux jeunes. Ils vont donc se faire enregistrer et bénéficier des opportunités de stage et d'embauche. Théodore Zouzou, Godefroy Kambawa. Les villes de Daoukro, Mankono et Séguéla viennent d'être dotées chacune d'un guichet emploi jeune. L'inauguration de ces agences est faite par le secrétaire d'État chargé du civisme, Siaka Ouattara. Des guichets qui permettront d'améliorer l'employabilité des jeunes. Le rapprochement de ces pôles emploi à ces communes s'inscrit dans le programme social du gouvernement et a pour particularité sortir les jeunes de la précarité. La jeunesse de Daoukro a remarqué votre profond intérêt et votre détermination à faire avancer sa cause. La cérémonie de ce jour vient donc exaucer un vœu cher aux jeunes, celui de créer la proximité entre les jeunes et l'agence emploi jeunes. Chers amis jeunes, l'ouverture de ce guichet à Séguéla est un signal fort pour dire que le gouvernement est toujours à la tâche pour nous donner un avenir meilleur. Le secrétaire d'État chargé du civisme a appelé la jeunesse à s'inscrire sur cette plateforme qui demeure une opportunité pour leur autonomisation. Le guichet emploi est votre maison. Je vous invite donc à le fréquenter pour bénéficier des prestations pour votre parcours d'insertion professionnelle. Dans cette dynamique, je vous exhorte à adopter des comportements civiques et citoyens à travers votre engagement dans la communauté. Selon le secrétaire d'État chargé du civisme, plus de 2 500 000 emplois ont été créés de 2012 à 2016. L'ouverture de ces guichets permettra d'atteindre l'objectif de 500 000 jeunes insérés d'ici à 2020. Une autre question d'actualité qui vous intéresse certainement, il s'agit des bouteilles en plastique. Des bouteilles qui ont eu une longévité, dit-on, et ces bouteilles servent d'emballage pour protéger et transporter des liquides de consommation, notamment des jus de fruits, de gem-gem ou autres. Mais ces bouteilles, on n'accepte toujours pas la provenance. La provenance n'est donc pas maîtrisée. Alors, d'où viennent-elles exactement? Et surtout, cette question ne constitue-t-elle pas un danger pour notre santé? Nos reporters Christelle Bédéga et Sidonie Davila ont enquêté. On va suivre le reportage. Je préfère boire Yamakou dans le bidon parce que quand il finit de boire, on peut réutiliser le bidon. Or, pourtant, le chasser, bon, quand il finit, on jette ça dans la rue. Ça, c'est pas trop joli à voir. Ils vont laver, c'est vrai qu'ils vont laver, ça va être propre. Mais on ne sait pas c'est quoi qui est sur le bidon. Donc moi, je préfère les chasser au moins. Ça va être d'en chasser quand il finit de boire, je jette à la poubelle. Bien appréciées ou pas, ces bouteilles ont leur utilité. On les retrouve un peu partout dans la capitale économique et on se demande d'où elles viennent pour se retrouver là. Kénébou, vendeuse de bidons à Agamé depuis 7 ans, nous en dira un peu plus. Au début, quand Akwédo était là, c'est là-bas ça vivait. D'Akwédo, les bouteilles, des sucreries. Maintenant que les gens savent que les femmes se débrouillent un peu dedans, elles gagnent un peu. Donc maintenant là, tout le monde envoie pour vendre. Même les filles même qui ramassent les ordures de coup en coup, là, si elles ont eu 2 ou 3 bouteilles de bidons, elles gardent. Jusqu'à ce que ça soit au moins un peu beaucoup, elles viennent pour vendre. Comme Guinébou, elles sont nombreuses ces femmes qui font de la vente des flacons en plastique leur gagne-pain. Une activité qu'elles mènent en étroite collaboration avec les industries du secteur. Quand ça marche, les femmes là peuvent vendre 250 000 dans les bouteilles. Deux fois même plus. Il y a les usines même qui viennent. Ils viennent prendre les trucs de javel là où il n'y a pas de fermeture. Ils font ça, ils fabriquent, ils transforment, ils font les seaux, les bassines, les bois à linge. Les grandes qui sont à Daloa, Ghana et Mali, ceux qui vendent les Oussuna là, les encens là, ils mettent dans les bouteilles, ils viennent payer pour partir. Il y a tout le prix. Ce n'est pas le même prix. Petit là. On peut prendre ça 4 à 25. Et puis nous aussi on vend 3 à 25 ici. On peut gagner 2500, mais 3000. C'est pas facile, mais on est dedans comme ça. Depuis ces dernières années, on assiste à une croissance remarquable des bouteilles en plastique, une floraison due au principe de l'emballage perdu selon les experts. Un principe selon lequel la responsabilité de l'entreprise se limite
à mettre à disposition son produit à la consommation et à se déresponsabiliser du contenant. Toujours, selon les experts, l'utilisation de ces bidons qui, à l'origine, contenaient des produits alimentaires ou même des produits toxiques peut se révéler dangereux pour la santé. Je me suis rendu compte que ces bouteilles d'eau, en général d'eau minérale, ont beaucoup servi dans les toilettes. Ce sont des bouteilles qui ont servi à laver des pieds, à laver des parties intimes, qui se sont retrouvées dans des poubelles et qui ont été réutilisées et vendues dans des foyers ou dans des restaurants. Lorsqu'on n'a pas eu l'occasion de détruire ce produit, provenant en tout cas d'une clinique, les risques sont énormes. L'ignorance fait de nous en général des personnes susceptibles d'empoisonner. En n'ayant pas les moyens suffisants de nettoyer ce bidon, on se retrouve avec, ça ne tue pas Africains et ça tue in fine beaucoup d'Africains. Le Centre international de compétences de l'artisanat, SICA, indique également que le secteur du plastique est en proie à la contrefaçon. Le taux s'élève aujourd'hui à 60%. Tant que les bouteilles seront disponibles, donc tous ces produits seront disponibles, il y aura la possibilité, plus de facilité à vendre et à mettre sur le marché des produits contrefaits. Les industriels, en tout cas, qui ont été contrefaits, puisque ces personnes malveillantes ont fait baisser leur chiffre d'affaires de plus de 60%. C'est-à-dire que la contrefaçon fait 60% et l'original fait 40%. Les bidons recyclés et vendus sont utilisés pour la vente de plusieurs produits, entre autres les jus naturels, la conservation de l'huile et des médicaments traditionnels. La floraison des bidons, une réalité en Côte d'Ivoire, contre laquelle le Centre international de compétences de l'artisanat entend lutter désormais par la mise en place d'un comité interprofessionnel de l'emballage et du recyclage. Sa mission, veiller à la qualité de l'emballage et à l'utilisation des produits bio pour un environnement plus sain. Et espérons que ce message sera entendu. C'était un reportage de Christelle Bédé et Sidonie Davila. En sport, football, les éléphants de Côte d'Ivoire vont disputer cet après-midi le premier match post-CAN 2019 face aux écureuils du Bénin dans le cadre donc d'un match international amical et les Ivoiriens ont été battus 2-1. Le résumé du match avec Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Ressot. Après avoir eu le mérite d'éliminer le Maroc en 8e de finale lors de la CAN 2019, le Bénin s'est payé le scalp des éléphants de Côte d'Ivoire. Moins de 2 mois après la CAN et son élimination en quart de finale, la Côte d'Ivoire a concédé une défaite en amical. Face aux écureuils, le sélectionneur Ibrahim Kamara opte pour un trident offensif, Gradel, Assalé et Togimel. Un choix apparemment judicieux à l'entame avec une tentative de Max-Alain Gradel, mais sa reprise passe au-dessus du cadre. À la reprise, les coéquipiers de Stéphane Sessegnon s'offrent les meilleures opportunités, mais ce sont les éléphants qui débloquent la situation au tableau d'affichage avec Roger Assalé. Menés au score, les écureuils du Bénin inversent le rapport de force. Entré en cours de jeu, Rodrigue Kossi permet au Bénin de revenir à hauteur de la Côte d'Ivoire sur un coup de pied détourné par Mamadou Bagayoko. Motivés par l'égalisation, les poulains de Michel Dussuet accentuent la domination et parviennent à obtenir un pénalty. Proposé au tir, Stéphane Sessegnon prend à défaut le portier Sangaré. 2-1 score final. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront face aux aigles de Carthage de la Tunisie le mardi 10 septembre pour un autre match amical. Et de l'autre côté du globe, le Zimbabwe est en deuil. L'ancien président Robert Mugabe n'est plus. Il est décédé ce vendredi à 95 ans à Singapour où il était hospitalisé. Déchu en 2017, il a dirigé le Zimbabwe pendant 37 ans. Son successeur Emerson Mnangagwa salue une icône de la libération et pour le président sud-africain, il fut un champion. Voilà, je le disais en début de journal, les discussions se déroulent, donc les
Comme vous le voyez donc sur ces images, les partis de l'opposition, notamment le PDCI, le Rassemblement pour la paix, l'URD et l'UST, ont donc rencontré le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, pour échanger concernant la commission électorale indépendante. Il s'agit du dialogue politique. Nous allons maintenant écouter Daniel Boni-Claverie au nom des partis de l'opposition qui ont assisté à cette rencontre ce vendredi. Ce que nous retenons, et nous en remercions infiniment Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il a exprimé la volonté du président de la République, mais également du gouvernement, de pouvoir poursuivre des discussions sur tous les autres aspects. Parce qu'il y a la commission électorale, il y a le code électoral, le découpage, etc., etc., tout le processus. Et le gouvernement manifeste une volonté de vouloir vraiment faire appel à toutes les sensibilités pour que nous puissions essayer de trouver ensemble des consensus. Mais il est évident que négociation, ça veut dire que chacun doit faire un pas en avant vers l'autre. Donc nous sommes extrêmement ouverts, nous restons totalement disponibles et nous remercions infiniment le gouvernement d'avoir manifesté cette volonté. La main qui a été tendue, nous la saisissons. Voilà, et pour la paix en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée. À 23h, retrouvez Kolo Coulibaly. Et moi, je vous dis à demain 20h avec le même plaisir.